Son éclat de rire énorme est un des gouffres de l'esprit, disait Victor Hugo de Rabelais. Lundi 3 juin 2024, la librairie Ombre Blanche accueillait Yves Le Pestipon pour un classique au détail consacré à François Rabelais et particulièrement au chapitre 5 du quart-livre. Bonne écoute. Bonsoir. Alors parmi toutes ces magnifiques gravures de Fred II et dessins, c'est une chance que nous avons d'avoir un artiste aussi important qui est mort il y a quelques années. Il est aussi dans la guide à côté. On va voir quelque chose d'aussi bizarre peut-être que Fred II, mais dans un passé lointain, qui est un classique, mais qui n'est pas vraiment un classique dans les sens qu'on donne parfois à ce terme, et qui s'appelle François Rabelais. Et donc c'est un personnage dont on a souvent beaucoup entendu parler dans les classes, dans les écoles. Souvent on retient un peu de Rabelais que c'est essentiellement un peu rigolo. D'ailleurs les professeurs ne font pas nécessairement rire avec Rabelais. Et ce qu'on regarde en général, ce sont des passages d'un ouvrage qui s'appelle Gargantua, ou parfois d'un passage qui s'appelle Pantagruel. Et il y a environ 7-8 pages qui reviennent un petit peu comme obligatoires dans les études des collégiens et des lycéens français, ou qui revenaient, parce qu'on ne sait jamais maintenant, avec les évolutions des programmes, on ne sait plus très bien sous bonne année. Donc en général, c'est un petit pourcentage de l'œuvre de François Rabelais qui est passé à Toulouse, dans la région de Toulouse en général, avant qu'existe le canal du Midi, qu'on regarde, qu'on étudie. Alors aujourd'hui, j'ai voulu prendre quelque chose qui généralement n'est pas très regardé dans les classes, dans les écoles, qui est, on va dire, presque la fin des aventures qu'a écrite Rabelais, qui s'appelle le quart-livre. Donc c'est le 4e livre des aventures, en l'occurrence de Pantagruel. En fait, il y a un 5e livre, mais le 5e livre n'a pas été publié par Rabelais. Probablement, il a été publié à partir de brouillons qu'a fait Rabelais. En partie, sans doute, c'est du texte de Rabelais, en partie, c'est des fabrications postérieures. Donc, celui-là, en revanche, c'est une œuvre vraiment écrite par François Rabelais, publiée par François Rabelais, et publiée pour la dernière fois en 1552, un an avant sa mort, puisque le brave homme meurt en 1553. Et donc, François Rabelais est bien connu, on voit son image un peu partout. Quand on va en Touraine, il y a écrit « Pays de Rabelais »,« Jardin Rabelais ». On peut aller dans les marchands et acheter des épices Rabelais. Ici ou là, il y a des jardins Rabelais. L'adjectif rabelaisien est bien connu. Des restaurants rabelaisiens sont nombreux, etc. Donc, c'est un de ces auteurs, il y en a une dizaine dans l'histoire de la littérature française, qui sont devenus presque des noms communs, des adjectifs, etc. Tout le monde a vaguement une idée de ce que c'est que Rabelais, donc une histoire un peu grosse, bouffonne, la bonne bouffe, l'esprit français, la rigolade, enfin, et toutes sortes de choses de ce genre qui sont bien sympathiques. Donc, effectivement, avec les épices, les jambons, les saucisses, les poulardes et tout. Voilà à peu près le paysage qui est là. Rabelais est un auteur qui apparaît comme très sympathique immédiatement, drôle. Alors, certes, Montaigne, qui vient un peu après, est plutôt drôle aussi, oui, mais bon, c'est un intellectuel, c'est quand même pas pareil tout à fait, même s'il parle lui aussi de nourriture. La Fontaine est un peu drôle, mais bon, on n'a pas tellement envie de faire des grands repas avec lui. Voilà, Balzac avait bien mangé, ou Flaubert, ils étaient gros, Alexandre Dumas plus gros encore. Mais avec Rabelais, il y a cette idée de bonne bouffe, de nourriture, et on a l'impression qu'il est derrière tous les plats de cassoulet, derrière toutes les saucisses, toutes les charcuteries, etc., qu'il passe son temps à Castelnaudary à manger du cassoulet ou autre. Donc il y a un peu cette idée-là. Et puis il y a une autre idée un peu différente. Rabelais, c'est un auteur très mystérieux, plus ou moins incompréhensible, ésotérique, un peu comme Nostradamus et autres. Et là, il y a des calculs à faire très savants sur son œuvre. Alors, il est vrai qu'il fait des choses un peu étranges. Par exemple, il signe non pas François Rabelais, certaines de ses œuvres, mais Alcofribras, Nazier. Et donc là, il y a des jeux qui sont des jeux de lettres. Évidemment, il y en a beaucoup. Il y a des signes ésotériques dans son œuvre. Et donc, il y a un autre côté de Rabelais qui n'est pas le côté, disons, sympathique, bouffeur, mangeur, etc., festoyeur, etc., mais qui est, on va dire, Rabelais auteur pour les initiés. Les deux choses ne sont pas fausses en réalité. Rabelais est un auteur très intéressant, très complexe, très mystérieux, typiquement de l'époque de la Renaissance, avec des couches de signification et une culture considérable. Et en effet, Rabelais aussi décrit un petit peu dans son œuvre un aspect bon vivant. Au demeurant, d'ailleurs, quand on regarde le livre qui s'appelle Le Quart-livre, Rabelais ne se présente pas du tout comme un écrivain, comme un ésotériste ou comme un religieux qu'il a été. Si j'ai ça aussi, je dis,
le quart-livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel, composé par M. François Rabelais, docteur en médecine. Parce qu'en effet, le brave homme était médecin, hein, voilà, c'était même son activité principale. Et puis, il considère que la littérature qu'il fait, et il a quelque peu raison, étant donné qu'à l'époque, les gens étaient malades, comme aujourd'hui, tout le monde était malade, et tout le monde est toujours malade, tout le monde a mal au dos, tiens, c'est moi ce matin, un autre a mal à la tête, un autre a mal aux dents, ou n'importe quoi, tout le monde est déprimé, Poutine arrive, enfin, etc. Enfin, il y a de mille fois raisons, les élections européennes nous ennuient, etc. Bon, il y a toutes sortes de raisons d'être malade, mal dans sa peau, dans son corps, etc. Et donc, c'était pareil à la Renaissance, on va y revenir un petit peu. Effectivement, il fallait bien se soigner. Et Rabelais avait comme idée que, disons ce qu'on appelle parfois la littérature, la façon de raconter des histoires, le rire, etc., tout ça avait des vertus thérapeutiques, médicales, considérables. Qu'effectivement, en lisant du Rabelais, peut-être pour nous, ça serait lire du Proust, hein, bien sûr, ou je ne sais pas, ou écouter des vidéos de Coluche, peu importe, Proust c'est au moins aussi rigolo que Coluche, hein, à mon avis plus rigolo même. Tout ça, ce rire qui est le propre de l'homme, formulation rabelaisienne et plus ancienne encore, et bien effectivement, éclater de rire, c'est pas exploser, se détruire, mais c'est en partie que se reconstituer, vivre, respirer, voilà, et devenir un homme peut-être avec les pieds où il faut, la tête où il faut, et peut-être une sorte de bonne santé. Et donc Rabelais est en effet très largement médecin, il a soigné des gens, ou peut-être il les a tués, on ne sait pas très bien. En tout cas, il a dû tuer personne avec ses ouvrages. Alors Rabelais a évidemment eu une vie, elle est assez longue, mais elle n'est pas très très longue. Il est né en 1483, pense-t-on, on a un petit doute à un an près sur sa date de naissance. On est sûr en revanche qu'il est mort en 1553. C'est un homme qui est un homme de la première moitié de la Renaissance française. Vous savez que la Renaissance en Italie est un peu antérieure, qu'on appelle Renaissance en France la période du XVIe siècle en général. Et donc il vit sous le règne de François Ier pour l'essentiel. Il vit avant l'essentiel des guerres de religion qui sont la deuxième moitié, qui sont donc l'époque dans laquelle va vivre Montaigne. Il vit dans ce qu'on appelait plutôt le beau XVIe siècle, c'est-à-dire ce XVIe siècle où avant les guerres de religion, où on s'étripe, où on se massacre, où c'est pire que la Syrie aujourd'hui, hein, voilà, c'était épouvantable, où Montaigne doit se réfugier un peu à l'abri de son château, voilà, eh bien arrive, en dépit du fait qu'il y a des guerres, qu'il y a des misères diverses et variées, arrive l'or de l'Amérique, hein, l'or, les épices, les nourritures, les fortunes nouvelles, arrive donc de l'argent en Europe que les Espagnols ramènent et que les Français se récupèrent par le commerce, les Hollandais, les Italiens et bien d'autres. Donc il y a de l'argent, il y a du monétaire, l'impression aussi que le monde a grandi, qu'on découvre, disons, des nouvelles civilisations, qu'il y a un optimisme, hein, un petit peu général. Et effectivement, on le voit bien, cet optimisme, dans les châteaux, quand on se promène au milieu de la France, dans les châteaux de la Loire. On voit bien que les rois avaient de l'argent, hein, qu'ils avaient des architectes, qu'ils avaient des peintres, Léonard de Vinci et bien d'autres, et que ces gens avaient des idées, des techniques, des manières. Et donc, il a vécu plutôt dans ce premier XVIe siècle, et il n'a pas vécu dans le second. S'il a connu, évidemment, les affrontements religieux qui sont déjà réels dans le premier XVIe siècle, il n'a pas connu vraiment les périodes terribles des guerres de religion, où ici, dans la région, ou en bien des endroits de France, on se massacre, on s'étripe, on se viole, on se coupe en morceaux, etc., où c'est abominable, à Toulouse compris, hein, bien entendu, sans aucune exception. Donc ce personnage va se promener à travers la France et une partie de l'Europe, en particulier en Italie, en un temps où il est relativement possible de se promener. Alors à l'époque, on ne prend pas l'avion pour aller en Chine ou en Thaïlande, mais déjà c'est assez considérable d'aller de Paris, disons à Toulouse, dans le Bordelais, en Touraine, d'aller dans le nord de l'Italie, d'aller à Lyon, etc. Et donc à Montpellier, à Lyon, un peu partout, il y a des maisons Rabelais où il est censé avoir vécu. Il y a des plaques, hein, quand on va à Montpellier, tiens, il y a une plaque, Rabelais était là, bon voilà, il y a plusieurs endroits. Et donc effectivement, il a été en pas mal d'endroits. Il a accompagné la faculté de médecine à l'époque de Montpellier. Il est passé par les Vallées de la Garonne. On est sûr, on sait pas très bien où il était, mais il était à Toulouse. Il a été en beaucoup d'endroits. Et donc, c'est un personnage itinérant comme les rois de la Renaissance. François Ier n'était pas comme Louis XIV, hein, fiché dans un palais quelque part. Il circule un peu partout. Les intellectuels circulent aussi pas mal dans le territoire de ceux que nous appelons la France, qui n'était pas exactement la France d'aujourd'hui, et dans lequel il y avait des langues diverses et variées. Il y avait il y a quelques jours à Toulouse le Forum des langues du monde. À l'époque, le Forum des langues aurait pu se tenir en France simplement. Il y avait tellement de gens qui parlaient un tas de langues pas bizarres, hein, le basque, le breton, l'occitan et des tas de variétés, qu'effectivement, il y avait une multiplicité de parlers. Et Rabelais connaissait bien toute une série de parlers. Lui, naturellement, il parlait le latin, bien sûr. Il lisait l'hébreu, il lisait le grec. On va le voir dans le texte qui est là. Et il avait des connaissances d'un tas de langues diverses et variées. Bon, l'italien, c'est absolument certain. Et d'autres. Et il rencontrait des gens qui parlaient des langues diverses. Et il avait parfaitement conscience qu'il y avait des langues un peu partout, à la fois en France et ailleurs, qui se multipliaient. Et donc, on est dans une France qui est très loin, très très loin de la nôtre, une France d'avant Louis XIV, Napoléon
Napoléon, le général de Gaulle, une France même d'avant les prises d'armes telles qu'on vient d'avoir, ce qui était place du Capitole tout à l'heure, bien organisée, bien droite, etc. Les armées de l'époque étaient plus chaotiques. Bien sûr, il y avait des déguisements divers et variés. Chacun se payait un petit peu sa petite armée dans un coin. Les grands avaient leurs troupes. Il y avait des décorations. C'était en gros un relatif bordel par rapport à ce qu'est la France à partir de Louis XIV, de Napoléon, du général de Gaulle et de nous-mêmes. Les rois de France à l'époque ne se comportent pas du tout comme par exemple Emmanuel Macron qui règne depuis l'Élysée avec une certaine autorité. Il y avait des gens qui lui obéissent en gros sans trop de difficulté, même si ça ne marche pas à tous les coups. Mais à l'époque, non. Non, c'est une France extrêmement diversifiée, provinciale, avec des grands seigneurs, avec l'Église qui résiste, avec des protestants qui disent ici c'est chez nous, c'est pas chez vous, enfin voilà, etc. Une France vraiment très diversifiée. Ça se voit, entre autres lieux, dans la littérature. Pour nous, en France, aujourd'hui, être un grand écrivain, ça veut dire, pour commencer, habiter dans le 5e arrondissement, dans le 6e à la rigueur, à 2 pas du Jardin du Luxembourg en tout cas, pas très loin des éditeurs, avoir fait l'école normale supérieure, naturellement, c'est un minimum, et puis d'avoir des éditeurs qui sont par là. Après, les autres, c'est des provinciaux, sympathiques et tout ça, mais l'essentiel se joue à Paris. C'est ce que raconte Balzac très bien dans ses romans. Les gens de valeur, les intellectuels ou les gens d'autres, ils vont monter à Paris pour être reconnus. Voilà. Il y a une chanson qu'on nous chantait l'autre jour à Château-Thierry, ancienne, qui est « Il n'est bon bec que de Paris ». Il n'est bon bec que de Paris, donc c'est un texte médiéval, mais c'est pas simplement les jolies femmes sont de Paris, voilà, mais aussi pour l'idée française, il y a une centralité absolue. Alors au XVIe siècle, dans le premier XVIe siècle surtout, eh bien, les écrivains se promènent un peu partout. Ils ne sont pas nécessairement parisiens et ils publient des livres, par exemple Rabelais à Lyon ou ailleurs. Ils travaillent à Toulouse, ils travaillent à Lyon, ils travaillent en pas mal d'endroits. Ils sont tourangeaux. On va dire la Pléiade, c'est largement une aventure d'écrivains de Touraine, de petites villes, Chinon, Blois, etc., qui ne sont pas des capitales nationales véritablement. Et donc on est dans quelque chose qui est très divers. Alors ça se sent bien dans la littérature elle-même. Pour nous, quelque part, en gros, depuis Boileau surtout, quelle est la grande qualité d'un grand écrivain français depuis Boileau ? Eh bien, c'est d'écrire clairement, voilà, c'est très clair, de proposer un plan qu'on peut suivre à peu près clairement, nettement, et puis de proposer un certain nombre d'idées sur lesquelles on peut à peu près tomber d'accord, même si sur un point ou un autre, il peut y avoir un peu de subversion. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc, pour nous, bon, une pièce comme Phèdre de Racine, étant de 5 actes, en vers, si on connaît à peu près la langue française, on a à peu près la comprendre. Il y a un début, il y a une fin. On peut résumer ce qui s'y passe en quelques mots. Chaque page est admirable, très bien rédigée et autre. Bon, on va dire même chose pour Proust et même chose pour un certain nombre d'auteurs du 19e siècle et aujourd'hui du 20e siècle. Bon, une œuvre littéraire, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà lu un petit peu, avec des variations, qui sera cohérent, qui sera d'un certain ton. Alors, bon, ou bien ce sera plutôt comique, ou bien ce sera plutôt tragique, ou bien ce sera un peu autre chose. Et donc, c'est relativement repérable de ce point de vue-là. Et c'est magnifique pour l'enseignement, puisque le professeur demande aux élèves de repérer les mots de vocabulaire un peu difficiles. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4. De faire le résumé du texte, on y arrive. De repérer les parties du texte, il y en a 3, 2, 4, enfin voilà. De repérer les personnages principaux, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Et puis, bon, on comprend bien qu'il y a une intrigue qui va dans un certain sens. Bon, ça, c'est une certaine idée du texte qui nous convient relativement bien. Je prends un roman Goncourt, voilà, bon, on va dire il est à peu près clairement écrit, normalement, hein, sinon il y a un scandale. Il y a un début, il y a une fin, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit, alors bon, ça va être entre 150 pages, peut-être la Dentelière, ça paraissait un peu court, et puis jusqu'à 800 pages peut-être, ça paraîtra un peu long, voilà. Et puis ce roman sera plutôt un roman d'amour, sera plutôt une intrigue policière, sera plutôt comique, ou sera pas du tout comique, sera un peu historique, racontera la guerre de 14, on aime bien la guerre de 14, et donc on aura une œuvre qu'on pourra caractérisée, qui pourrait être assez complexe au demeurant, qui pourrait être très intéressante, mais dont on pourra dire à peu près tranquillement, voilà, si je suis un locuteur français d'un certain niveau au minimum, que j'ai une certaine culture, que j'accepte de passer un certain temps pour lire cela, je vais pouvoir en parler avec mes amis, on va être à peu près d'accord de quoi ça parle, comment ça comprend. Oui, alors ça c'est une idée qui coïncide assez bien avec ce qu'on appelle l'esprit classique, c'est-à-dire effectivement des œuvres qui sont lisibles, qui sont parfaitement assimilables, qui développent un ensemble d'idées que l'on comprend, dont on peut rendre compte, et qui peuvent avoir un certain impact politique, qui peuvent être extrêmement malines. Bon, quand on va chez Rabelais, et quand on prend le quart livre, en général, on est un peu en difficulté, parce qu'en général, on commence par rien y comprendre.
même quand on a une certaine connaissance de la Renaissance. Alors, on n'y comprend rien, on est un peu en difficulté parce que déjà, le vocabulaire n'est pas le nôtre. Il y a beaucoup de mots qui ne sont pas les mots que nous employons. Et il y a des tournures qui ne sont pas les mots que nous employons. Alors, sans se dire, avec quelques notes de bas de page, je peux assez facilement repérer un petit peu les sens des mots. Mais au bout d'un moment, je m'aperçois aussi que pour les types de la Renaissance, ce n'était pas si évident que ça. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le sens des mots qui sont là. Il y a en plus des mots que fabrique Rabelais, c'est comme Montaigne un peu plus tard. Et donc cette idée d'avoir un vocabulaire qu'on va retrouver dans le dictionnaire Larousse, avec des définitions à peu près simples, qu'on pourra traduire assez simplement en anglais ou en latin, en russe ou en ukrainien ou en n'importe quelle langue, où on va trouver des mots plus ou moins équivalents pour dire chaise, table, maison, etc., amour, voilà. Là, on est devant des trucs, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est des mots qui sortent, on va en trouver là tout à l'heure. Bon, on ne sait pas très bien, première chose. Donc on est un peu en difficulté par la langue déjà. On est parfois en difficulté parce que là où on a l'habitude de rencontrer une histoire d'amour, par exemple, un personnage qui tombe amoureux d'une autre, supposons une femme, et puis à la fin, bon, après quelques péripéties, bon, l'amour réussit. On a là des histoires qui commencent et qui ne se finissent pas et qui deviennent autre chose. Les personnages deviennent autre chose. Ou bien, de temps en temps, on a l'habitude, un roman, normalement, c'est écrit, par exemple, à la première personne. Bon, je vous raconte une histoire, voilà, et puis je vais raconter les amours de Christian Torel, supposons, très bien, et je vais raconter ça dans un roman, à la première personne. Ou bien c'est à la première personne, ou bien c'est à la deuxième personne. Alors je peux faire des élaborations dans le nouveau roman. Je passe habilement de la première personne à la troisième personne par des systèmes. Et là, on s'en fiche. Vous allez voir tout à l'heure, Rabelais se fichait éperdument de savoir qui parle. Hein, voilà. Il y a des moments vraiment dans l'intrigue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors depuis 500 ans, on se dit, mais de quoi il parle le type là? Enfin, de quoi il s'agit? Quand on aborde des textes de Rabelais, c'est pareil parfois avec des textes de Montaigne, notre idée est qu'on va tomber sur quelque chose qui sera immédiatement clair tombe. Voilà. On n'est pas sur quelque chose qu'on a envie d'appeler cartésien, si on veut. On tombe sur des choses qui sont une sorte de matière qui résiste, à la fois parce que le langage ne ressemble pas tout à fait à notre langage, mais aussi parce que Rabelais fait des fabrications avec le langage qui sont un peu étranges. À la fois parce que le statut des personnages auxquels on est habitué est très différent. À la fois parce que les points de vue, récits à la première personne, à la troisième personne, ça glisse d'un côté à l'autre. Et à la fois aussi parce que les anecdotes nous paraissent aller un peu dans tous les sens, sans qu'on puisse se dire, tiens, il y a un A, puis B, puis C, puis D, puis E. Et donc parfois on se décourage très profondément. On va dire, c'est un peu comme dans l'existence, hein, où on rencontre des gens qui sont ceci, puis sont autre chose, ou moi-même je suis ceci, puis autre chose. Je ne comprends pas très bien ce que me disent les gens, parce qu'ils parlent trop vite, ou trop bien, ou trop mal, ou parce qu'ils parlent un langage mêlé de langues étrangères. Je ne comprends absolument rien en général à leur raison de vivre. Je les condamne absolument. Ils ont tout à fait tort, celui-là de tomber amoureux de celle-là, celui-là de faire ce métier ou n'importe, etc. Je ne comprends rien. Pourquoi ce type-là, qui est très pauvre, a envie de voter à droite, celui qui est très riche a envie de voter à gauche. Enfin, je ne comprends rien. Voilà, on ne comprend pas grand-chose. Et pourtant, tout ça fonctionne en même temps. Et ce n'est pas, on va dire, de ce point de vue classique. Tout à l'heure, j'étais rassuré quand j'étais place du Capitole, qui est une place, on va dire, classique, bien rectangulaire, je me repère bien. Il y avait la Légion étrangère qui était là, il y avait la musique, il y avait l'ordre, etc. Je me disais que c'est bien, je comprends tout ce qui se passe, tout ce qu'ils disent, etc. Ils sont bien alignés, ils ont les mêmes képis, etc. Bon, là, j'ai une clarté, je me crois, disons, à Versailles. Et je me disais, mais quel malheur pour moi, je vais aller parler de Rabelais, auquel je ne comprends pas nécessairement grand-chose. Et on va prendre un passage dans lequel on va être un peu en difficulté. Pas nous simplement, personne ne sait ce que ça veut dire par endroit. Alors, dans la littérature contemporaine, et quand on va par exemple au Festival des Bruissonnantes dont je m'occupe au Théâtre du Hangar, il y a des choses comme ça. Il y a des textes qui sont proposés, qui sont lus, qui ne répondent pas aux critères, disons, de Boileau, hein, pour faire simple, qui sont des textes qu'on nous propose une espèce de matière sonore, une matière linguistique, avec des choses qui se mélangent. Ça peut être parfois de très grands écrivains, comme Valère Novarina, qui est un des grands écrivains que j'admire dans la modernité, ou plus anciens, enfin bon, d'autres pays comme Gombrowicz ou bien d'autres, où on a une matière qui résiste et qui n'est pas immédiatement facile à comprendre et que peut-être qu'on ne comprend pas véritablement. Au demeurant, c'est un peu le cas des œuvres de Fred II qui sont là.
Si je suis devant un tableau de Cézanne qui représente des pommes et des poires, au moins j'ai un avantage, je dis tiens, c'est des pommes et des poires. Tel tableau de Velázquez qui représente une femme nue, je dis tiens, c'est une femme nue, tiens, voilà, c'est une femme nue. Et donc je fais la photo et je vais l'envoyer sur Facebook et voilà, quelqu'un dira tiens, il a vu cette femme de Velázquez. Mais quand je suis là devant ces œuvres qui sont là, je ne sais pas exactement ce que ça représente. C'est ailleurs véritablement. Et de ce point de vue, ça ressemble cela à ce qui se produit dans des tableaux de Jérôme Bosch, de Bruegel, dans des choses très anciennes, bien avant Poussin, bien avant Delacroix, bien avant Ingres, bien avant Cézanne et bien d'autres, bien avant le XXe siècle, même où on a parfois proposé des œuvres relativement claires. Au fond, j'ai envie de dire, tiens, c'est surréaliste. Mais Bosch est surréaliste, Bruegel est surréaliste, Rabelais est surréaliste. Mais on sent bien que le mot surréaliste ne va pas. C'est des choses d'une autre époque, de notre temps, où on faisait autrement. Alors, le quart-livre de Rabelais, donc c'est le 4e livre des aventures de Pantagruel. Pantagruel, vous le savez, c'est le fils de Gargantua. Et donc Rabelais a commencé par raconter des aventures de Pantagruel avant de revenir en arrière et de raconter des aventures du papa, Gargantua, qui s'appelle Gargantua parce que Gargantua, ça fait un peu Garonne d'un côté, et quand il est, quel Gargantua, Gargantua, voilà. Mais c'est aussi la Garonne, Garga. Et Pantagruel, donc il y a le pan dedans. Et donc il y a l'enfance de Gargantua, l'enfance de Pantagruel, les aventures avec Picrochole, etc. Et puis arrive un 3e livre. Dans le 3e livre, alors c'est un peu les aventures de Pantagruel et de Gargantua, un peu comme les aventures de Tintin. Il y a des personnages qui apparaissent et après qui restent. Par exemple, soudain, il y a le capitaine Haddock. Soudain, il y a Tournesol. Et au bout d'un moment, là, on trouve Tournesol et le capitaine Haddock beaucoup plus intéressants que Nestor ou Milou ou même que Tintin. Et donc, il arrive des personnages comme ça, un peu secondaires, qui deviennent tout à fait importants. Arrive ainsi un personnage qui s'appelle Panurge. Alors, Panurge, c'est un peu n'importe qui. Pan, le mélange, un tas de choses. En grec, pan, voilà, panique. Panurge se pose un problème relativement simple, mais en même temps extrêmement compliqué. Faut-il que je me marie ? Donc ce n'est pas un problème apparemment d'une grande complexité parce que ce n'est pas à l'origine du monde, ce n'est pas les fins dernières du monde. C'est une question que n'importe qui peut se poser, on va dire. Voilà. C'est une question, on va dire, absolument horizontale. Faut-il que je me marie ou non ? Et puis, la réponse n'est pas si évidente. Donc, il va consulter des gens pour savoir s'il doit se marier. Donc, un curé, un théologien, une espèce de sorcier, ses copains, des professeurs d'université de l'époque, des sages, des militaires, etc. Et il y en a un qui lui dit, mais tu dois te marier parce que la fidélité, l'amour, etc., la procréation, la patrie. L'autre dit, pas du tout, tu vas épouser une grognasse, etc., qui va te tromper, tu seras très malheureux. L'autre dit, mais pas du tout, c'est Dieu qui a demandé le mariage, etc. Et ainsi de suite. Et pendant tout le livre 3, il va consulter un tas de gens qui sont très bien, vous voyez, des professeurs, des savants, des sages, des gens très purs, enfin tout ce qu'on veut. Simplement, le problème, c'est qu'il y en a un qui lui dit « Tu dois te marier absolument !» Et l'autre lui dit « Mais enfin non, tu ne dois pas te marier, etc. » Et donc, ça n'avance pas. Et donc, c'est un truc où il y a une question qui est posée, qui est une question à la fois très profonde. Quel engagement je vais avoir dans ma vie ? En l'occurrence, avec une femme. Et puis, apparemment aussi très superficielle, parce que, on dit, c'est pas le grand engagement politique, métaphysique, religieux ou autre, c'est quelque chose parfaitement médiocre. Enfin, le mariage, c'est pas là une critique du mariage, ça concerne absolument n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être un grand héros, un saint ou n'importe quoi. N'importe qui. Et effectivement, on peut y voir des avantages ou des inconvénients, en effet. Et donc, il est impossible de trouver dans le texte une solution à cette question pratique. Alors, si on n'arrive pas à trouver une solution à la question faut-il se marier ou pas, la question de savoir s'il faut croire en Dieu ou pas, la question s'il faut s'engager pour les armées de François Ier ou de Poutine ou de notre, ou s'il faut s'engager pour ceci ou cela, est encore plus difficile. Ça, c'est juste une question apparemment assez facile que la plupart des gens répondent assez facilement. Tout à l'heure, j'apprenais que les 30% des jeunes Coréens ne voulaient pas se marier. Très bien, voilà, je crois qu'à peu près le même pourcentage chez les jeunes Français. Donc, des gens répondent facilement non, d'autres répondent oui. Mais finalement, si on réfléchit à la question, voilà, et le roman est un roman d'humour, et Kundera, qui aime beaucoup ce roman, insiste beaucoup dessus, parce que c'est absolument indécidable. Et à un certain moment, on se marie pas. Hein, voilà. Mais pas dur, je veux savoir. Et donc, à la fin du livre, il n'y a pas de réponse. On a vu un tas de gens qui sont tous plus savants les uns que les autres et qui ont toutes sortes de raisons extrêmement savantes pour dire oui ou pour dire non. Et donc, on n'a pas avancé. Donc, c'est un très beau roman. C'est un peu comme Les Bijoux de la Castafiore. À la fin, on n'a pas beaucoup avancé. Voilà. On a vu un tas de gens. Alors là, une idée vient. Et si on allait consulter un oracle, puisque les horizontaux, on ne peut pas, on va consulter l'oracle peut-être de la Dive Bouteille. Et comme il n'est pas là, il faut partir en voyage. Et donc, on va s'embarquer sur un bateau pour aller consulter l'oracle.
Et le quart-livre, c'est le voyage de Pantagruel, Panurge, Ferjean des Entomeurs et quelques autres qui partent en bateau à la recherche de la vérité. Alors ils partent, il leur arrive des aventures, des aventures, des aventures. Le seul problème, c'est qu'ils vont pas la trouver, parce qu'à la fin, ils vont encore voir des peuplades pas possibles. Et toujours la dive bouteille s'éloigne. La dive bouteille, il n'y aura que la solution que dans le 5e livre, en partie écrit par Rabelais, pas totalement. Vous savez, quand on trouve enfin la solution dans la dive bouteille, il y a un texte ésotérique qui dit en lettres étranges, trink. Voilà, il faut trinquer. Hein, voilà, on est sauvé, voilà, un truc comme ça. Donc, il y a une recherche de la vérité. Alors maintenant, on cherche une vérité, pas simplement avec les professeurs, les voisins, les proches, enfin, des choses comme ça, mais une sorte de vérité transcendante qui serait donnée par la dive bouteille. Hein, voilà. Dive bouteille, c'est l'inverse d'une bouteille vide. Hein, vous voyez, la dive, enfin voilà, vous renversez un peu les lettres. Donc, une bouteille qui serait pleine, hein, vraiment, voilà. Mais en même temps, diwum, c'est l'anagramme du widum. Hein, enfin, voilà, Dieu, c'est le vide, c'est Dieu. Enfin, voilà. Et donc, on va chercher tout ça et on va rencontrer toutes sortes de gens. Alors, c'est un roman de voyage qui va être là. Et donc, le voyage, c'est un beau sujet littéraire depuis bien longtemps, au moins depuis l'Odyssée d'Homère, au moins depuis l'expédition des Argonautes, au moins depuis l'Énéide de Virgile. Et ce sujet a été sans arrêt repris dans d'autres littératures dans le monde, traité autrement bien sûr. C'est aussi un sujet avec une dimension mystique dans le Moyen-Âge. C'est la recherche du Graal. On va chercher ceci ou cela. Et ce thème du voyage, il est fortement renouvelé à la Renaissance parce qu'effectivement, les Européens vont faire beaucoup de voyages. Bon, c'est Jacques Cartier, c'est Christophe Colomb, c'est bien d'autres, Vasco de Gama, qui vont aller très loin et rencontrer des gens très différents. Alors ce thème du voyage, c'est un magnifique thème littéraire parce que d'abord c'est une épreuve le voyage. Alors certes, pas nécessairement le voyage où on prend l'avion pour aller en Chine, atterrir et vérifier qu'il y a des hôtels Pullman en Chine et puis revenir, voilà. Moi j'ai été jusqu'en Chine pour vérifier qu'il y avait un carrefour géant à Urumqi. Une fois qu'on a vu, il pleuvait, en plein désert, on a trouvé que ça, on avait fait le voyage. Voilà. Donc voilà, on était allé vérifier, qu'il y avait un carrefour et rencontrer le directeur, c'était l'objectif du voyage, on a vérifié. Bon, on n'a pas pris grand danger, on est juste allé faire des courses à Karouf, à Urumqi, donc on est passé par la Turquie, le Kazakhstan, etc. Et quand on est revenu, on était content, on avait acheté. Voilà. Non. Alors, donc ça c'est un type de voyage pour aller vérifier qu'il y a des jolies femmes sur les plages à Phuket ou n'importe quoi, bon, on peut le vérifier. Mais à la Renaissance, à l'époque d'Ulysse, le voyage, c'est d'abord une épreuve difficile. Et ça l'était avant. Le type qu'on appelle Otzi maintenant, qui traverse un peu les Alpes pour aller faire on ne sait pas trop quoi, et qui se fait flécher d'ailleurs, tuer, puis ensuite qui finit congelé et qu'on retrouve récemment, on voit bien que ça devait être un peu difficile, ce genre de voyage. Et donc Ulysse, le voyage est difficile, dangereux, il y a des monstres, etc. Donc une première chose, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve aussi qui donne un certain sens à sa vie, parce qu'effectivement, je vais revenir de voyage transformé. Donc on peut le voir comme une sorte d'épreuve initiatique. Et on sait que dans beaucoup de pratiques religieuses, c'est effectivement une épreuve, on va dire, initiatique. Vous allez très loin, et si vous revenez, si vous avez la chance de revenir, vous serez autre, transformé, devenu un saint, un chaman, un kaman, ou n'importe, un poète, enfin quelque chose d'autre. C'est aussi, effectivement, le voyage, quelque chose qui est très beau. Parce qu'on va rencontrer des belles choses et on aura donc des choses à raconter. Vous savez, dans une fable de La Fontaine qui s'appelle les deux pigeons, un des deux pigeons voyageurs dit à l'autre qui n'est pas convaincu qu'il faut voyager, « Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai, j'étais là, telle chose va zin. Vous y croirez être vous-même. » Alors ça, c'est parfois on est un peu embêté par les types qui nous racontent leur voyage en disant, ah, j'étais à Phuket, j'ai vu, c'est pas ce que c'est. Mais en même temps, c'est un vrai plaisir de découvrir qu'il y a des pyramides d'Égypte ou que la ville de Kiev est une belle ville ou n'importe. Et puis après de le raconter. On ennuie parfois les types qui s'écoutent ça, mais ça fait partie. Hein, il y a quelque chose. Ah, que c'est beau de voir le Kilimandjaro, que c'est beau même d'aller à l'Union, par exemple, pour sortir de Toulouse ou à Balma. Enfin voilà, quelle aventure d'aller à pied à Balma et à l'Union. Enfin voilà, faites-le, vous allez voir, c'est extraordinaire, à pied, à travers les ronds-points, etc. Que de découvertes. Même si on va à Colomiers, à Pinsaguel, enfin voilà. Des aventures. Aventures, risques, etc. Mais aussi, le voyage, on peut le penser comme une sorte de métaphore de notre vie. Vous savez, au début du voyage à bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, il y a une chanson qu'il attribue à des gardes suisses. Notre vie est comme un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Notre vie est comme un voyage. Effectivement, je suis né et vous êtes né un certain jour, nous allons mourir un certain jour, nous sommes passés dans des espaces divers et variés, nous avons rencontré des gens, voilà, nous sommes perdus, etc. Donc notre vie ressemble un peu à un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Parfois il fait beau, hein, ça arrive, même aujourd'hui, hein, voilà, on le voit bien.
bien. Mais effectivement, cette idée que la vie est un voyage, ce qu'on retrouve dans les romans du Graal, dans l'histoire d'Ulysse, bien entendu, dans l'histoire des Argonautes et de bien d'autres voyages, Énéide et bien d'autres. Et donc, le voyage, parce que ça a cette dimension de beauté, cette dimension de rencontre, d'aventure, cette dimension initiatique, cette dimension de découverte géographique, et parce que c'est aussi une métaphore de la vie, c'est évidemment un magnifique thème littéraire. Ça va au moins jusqu'à Céline, jusqu'à Proust, et puis des auteurs contemporains, quantité de récits de voyage qui sortent tous les jours, et le rayon librairie voyage Ombre Blanche est plein de livres récents sur des gens qui racontent des aventures, des voyages, des expéditions diverses et variées. Rabelais sait très bien tout ça, et quand il écrit, il sait très bien qu'il y a une littérature très ancienne du voyage, les Argonautes, bien autre chose, et qu'il y a au fond une actualité du voyage considérable, parce qu'en effet, avec les grandes découvertes, ce qu'on appelle comme cela, des quantités de gens vont sortir d'Europe et aller très loin, prendre des risques, mourir parfois, et rencontrer des gens bizarres quelque part, et ramener des richesses. Et donc dans les ports, mais aussi à Paris, dans les villes, dans les châteaux, reviennent des voyageurs qui racontent un certain nombre d'histoires. Effectivement, si on échoue à avoir la réponse dans le lieu où on est, une des possibilités, c'est d'aller très loin et d'espérer qu'on va trouver ailleurs, dans un espace absolument exotique et d'une certaine façon transcendant parce qu'il est exotique, une vraie réponse à autre chose. C'est ainsi que Hérodote, par exemple, dans l'Antiquité, fait des voyages, Platon a fait des voyages pour rencontrer peut-être la philosophie, Marco Polo fait des voyages, pas simplement pour faire du commerce, mais pour espérer rencontrer des réponses à des questions. Et donc le quart-livre, c'est l'expédition à partir du port de Thalas. Thalas, ça veut dire en grec la mer. Thalassa, Thalassa. Quand dans l'expédition des 10 000, Xénophon et ses amis arrivent près de la mer, ils crient Thalassa, Thalassa, parce qu'il fait chaud en Asie mineure. Thalassa, Thalassa, c'est enfin la mer, voilà. Et donc Thalas, on ne sait pas où c'est. Certains pensent que c'est quelque part du côté de Saint-Malo, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle Thalassa, Thalas, voilà, peu importe. Et donc ils s'embarquent par là et ils partent en bateau, sur un bateau qui change de nom d'ailleurs de temps en temps dans l'œuvre, ça n'a pas d'importance. Et là, on est au 5e chapitre de l'œuvre, donc ils sont partis depuis un moment. C'est pas grave parce que ce 5e chapitre, c'est le 2e chapitre. À un moment, Rabelais publie 2 fois son livre, en 1548 et en 1552, donc il modifie les passages, il modifie les phrases. Vous allez voir, on ne sait pas très bien où on est, mais on y est. Et alors quand on fait un voyage, on fait des rencontres en général. Alors il y a 2 types de rencontres, et on va prendre un des 2 types ici. Quand on fait un voyage, il y a un premier type de rencontre, on rencontre des gens d'ailleurs. Des Chinois, des Ariégeois, des habitants de l'Union, de Balma, enfin des gens extrêmement exotiques comme les habitants de, je sais pas, de Pinsaguel, enfin voilà, qui ont des coutumes très étranges, il faut le dire. Donc soudain, on découvre les mœurs et les habitudes de vie des habitants de Pinsaguel, et là on est émerveillé. Ou bien donc on rencontre des gens tout à fait étranges, on va dire un peu comme Lévi-Strauss, on apprend leurs coutumes, leurs mœurs, etc. On s'enrichit, enfin, ou bien, ça c'est intéressant, tout le monde l'a fait, tout le monde a raconté ça, ou bien il y a beaucoup plus intéressant, je vais très loin, supposons en Chine, je vais par exemple donc, au Kazakhstan, enfin en Chine, à Urumqi, très, très bien, et là je rencontre mon voisin de palier, ou ma voisine, si vous préférez, voilà, ou je rencontre quelqu'un qui promène son chien avec moi sur la place Pinel, quelque chose comme ça. Et là, c'est l'autre type de voyage, je rencontre quelqu'un que je connais très bien, ou en tout cas avec qui j'ai des rapports potentiels. Vous voyez, c'est arrivé à tout le monde ici, j'imagine, un jour ou l'autre, vous allez très loin, et vous rencontrez un type de Toulouse. Alors, c'est pas votre voisin, mais justement, il est de Toulouse, et il vient aussi à l'Ombre Blanche, il va au même marché, il va chez le même confesseur pour se confesser de ses péchés, enfin un truc comme ça, voilà. Et puis, il a le même ennemi, voilà, on a des choses à dire, mais comment on est là, on est au Kazakhstan, on est à la frontière arménienne, il y a les canons iraniens en face, et là, on est en train de parler du boulanger à côté de la place Pinel, parce qu'il va chez le même boulanger, chez le même coiffeur. Alors là, c'est un autre type de rencontre, très différent, qui en général nous met en joie, quelque part. Tiens, vous êtes de la place Pinel, et moi aussi, alors là, on est à Bourboudour, enfin bon, ça alors, qu'est-ce que vous faites là, enfin voilà. Et donc c'est un autre type de voyage dans lequel il y a une sorte de joie, et puis assez rapidement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que le boulanger, on le déteste aussi. Et on commence à oublier qu'on est à Bourboudour, et on commence à se raconter des histoires de voisinage, le type à côté, gna 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 gna. Bon. Et alors là, il y a une espèce de théâtre, on est, supposons, je prends Bourboudour, ou si vous voulez, n'importe un, voilà, la Colombie, si vous voulez, on est à Bogota, il fait très chaud sur les montagnes de la Colombie, il y a des trafiquants de drogue, il y a de tout, des Indiens, des Tupamaros, enfin je sais pas quoi. Enfin, et là, on est en train de parler de la comparaison entre 2 boulangers autour de la place Pinel, et on n'est pas d'accord. Et là, vraiment, c'est très important. Et donc, ça, c'est un théâtre
au milieu de la jungle, du désert et compagnie. C'est assez étrange. Et on a tous fait, une fois ou l'autre, cette expérience. Alors elle peut se redoubler encore un peu plus si on est non pas à Borobudur, où au moins le sol est solide, mais dans un espace où le sol n'est pas sûr. Vous savez, Valère Novarina, qui est un auteur que j'aime bien, dit pourquoi faire de la littérature? Parce que la littérature rend le sol peu sûr. Le sol n'est pas sûr. Et il y a un endroit où le sol n'est pas sûr, c'est quand on est en bateau, surtout à la Renaissance, parce qu'on a une bonne chance de couler et de mourir. Et donc, quand on est sur un bateau, ça remue un petit peu. Et quand il y a deux bateaux, et quand on va échanger d'un bateau à l'autre, c'est pire que le siège en ombre blanche, d'accord? Ça remue vraiment. Et donc, on ne sait pas très bien où on est quand même en danger, on est en pleine mer, et on rencontre un type qui est notre voisin, ou qu'on devrait connaître. Alors, à la fois, il y a joie, il y a de quoi se dire, mais peut-être qu'on va s'engueuler aussi, très rapidement. Et c'est le début de l'aventure que vous connaissez tous du Carlyle, c'est la chose la plus connue, qui est l'aventure des moutons de Panurge. Alors c'est ce qui suit le chapitre qui est là, ça le prépare. Panurge entre en conflit, on va voir comment, dans le chapitre 5 qui est là. Et à partir de là, il rentre en conflit avec un certain Dindonneau, auquel il veut acheter un mouton. Et ce type, qui a plein de moutons, plein de moutons, n'a pas envie de vendre le mouton pas cher. Et donc, ça fait une négociation en pleine mer. Je te donne tant pour le mouton. Non, non, c'est un super mouton, c'est un mouton. Alors là, c'est un mouton. En fait, tu ne peux pas imaginer à quoi c'est un mouton. Etc. Je te donne encore plus. C'est un mouton, tu n'imagines pas. C'était le mouton. Vous savez, je ne sais pas ce que vous avez passé votre semaine dernière à suivre la vente aux enchères du scooter de François Hollande. Enfin, moi, je n'en reviens pas. Voilà. Donc, un scooter, enfin, c'est un mouton que François Hollande avait pu utiliser. Enfin, voilà. Un truc extraordinaire. Enfin, un truc vraiment bon. Enfin, moi j'ai complètement oublié tout là. Enfin, pendant une semaine, j'ai pas réussi à l'acheter. J'étais à Carcassonne chez des amis. Enfin, bon, on était perdus complètement. Enfin, une erreur de vie. Enfin, voilà, c'est incroyable. Enfin, voilà. Bon, il y a des types qui s'agitent en Ukraine avec Pastonbac ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Alors que la seule activité principale, c'était effectivement la vente. Le prix du mouton monte. Le prix du mouton monte. L'autre veut pas le vendre. Il veut pas le vendre. Et finalement, Panurge pique un mouton à Dindonneau, le balance dans la mer, et tous les moutons de Dindonneau vont dans la mer, et donc ça y est, bon, enfin, il a perdu tous ses moutons. Et donc voilà, donc Panurge est un salopard, il va tuer tous les moutons de Dindonneau, et finalement Dindonneau va vouloir sauver ses moutons, il va dans la mer et il se noie. Donc salaud, quoi. Salaud. Donc scène rigolote sur les bateaux, etc. Donc rencontrer un type qu'on aurait pu rencontrer pas loin de chez soi en pleine mer, ça peut finir très très mal pour un des deux, y compris pour les moutons. Et là, on est au chapitre précédent, où ça commence à chauffer, mais ça va bien aussi. Donc ça va un peu dans les deux sens. Vous savez, ces situations qu'on connaît dans l'humanité, où on s'adore, puis on s'engueule au point de se tuer, puis on se dit, mais zut, c'est quand même pas le truc à faire, et là on s'adore. La page suivante, on s'engueule de nouveau, et là on se massacre. Et donc, c'est le chapitre 5, c'est psychologiquement plus ou moins incompréhensible, si on se dit qu'il faut écrire comme la princesse de Clèves ou comme Balzac. Mais on connaît bien ça. Hein. Quand on prend sa voiture, vous savez, l'homme le plus gentil du monde, peut-être moi, je ne sais pas si je suis le plus gentil du monde, mais soudain devient... Voilà, et puis après, de nouveau très gentil. Enfin voilà, tout ce genre d'expérience où soudain, on devient autre que ce qu'on était quelques instants avant. Comment Pantagruel rencontra une noce de voyagers retournant du pays lanternois. Au 5e jour, commençant de tournoyer le pôle peu à peu, nous éloignant de l'équinoxial, découvrir une navire marchande faisant voile à Orche vers nous. La joie ne fut petite tant de nous comme des marchands, de nous, entendant nouvelles de la marine, de eux, entendant nouvelles de terre ferme. Nous ralliant avec eux, connûmes qu'ils étaient François, Xantongé. Devisant et raisonnant ensemble, Pantagruel entendit qu'ils venaient de Lanternois, dont un nouveau accroissement d'allégresse. Aussi eut toute l'assemblée, mêmement, nous enquêtant de l'état du pays et mœurs du peuple lanternier. Et ayant avertissement que, sur la fin de juillet subséquent, était l'assignation du chapitre général des lanternes, et que si lors y arrivions, comme facile nous était, verrions belle, honorable et joyeuse compagnie des lanternes, et qu'on y faisait grand après, comme si l'on eût dû profondément lanterner. Nous fut aussi dit que, passant le grand royaume de Guébarine, nous serions honorifiquement reçus et traités par le roi Oabé, dominant d'Issel-Terre, lequel était tous ses sujets partiellement par le langage français tourangeau. Cependant, que entendions ces nouvelles, Panurge prit débat avec un marchand de Taillebourg, nommé Dindonneau. L'occasion du débat fut telle. Ce Dindonneau, voyant Panurge sans braguette, avec ses lunettes attachées au bonnet, dit de lui à ses compagnons « Voyez là une belle médaille de cocu !» Panurge, à cause de ses lunettes, ouillait des oreilles beaucoup plus claires que de coutume. Donc, entendant ce propos, demandant au marchand « Comment diable serais-je cocu, qui ne suis encore marié, comme tu es, selon que juger je peux, à ta trogne malgracieuse ?» « Ouah, vraiment, répondit le marchand,
Je le suis, et ne voudrais ne l'être pour toutes les lunettes d'Europe, non pour toutes les besicles d'Afrique, car j'ai une des plus belles, plus advenantes, plus honnêtes, plus prudes, femmes en mariage, qui soit en tout le pays de Saintonge, et n'en déplaise aux autres, je lui porte de mon voyage une belle et de une poussée longue branche de courral rouge pour ses étrennes. Qu'en as-tu à faire? De quoi te mêles-tu? Qui es-tu? Dont es-tu? Ô lunetier de l'Antéchrist! Réponds si tu es de Dieu. Je te demande, dit Panurge, si par consentement et convenance de tous les éléments, j'avais sac baiser vévinimacé ta tombelle, tant advenante, tant honnête, tant brûle femme, de mode que le roi de Dieu des jardins Priapus, lequel ici habite en liberté, subjection forcluse de braguettes attachées, lui fut encore demeuré en tel désastre que jamais n'en sortirait, éternellement y resterait, sinon que tu le tirasses avec les dents. Que ferais-tu? Le laisserais-tu là sempiternellement, ou bien le tirerais-tu à belles dents? Réponds, ô béligné de Mahomet, puisque tu es de tous les diables. Je te donnerai, répondit le marchand, un coup d'épée sur cette oreille lunetière et te tuerai comme un bélier. Ce disant, dégainait son épée, mais elle tenait au fourreau. Comme vous savez que sur mer, soir noie facilement, charge rouille à cause de l'humidité excessive et nitreuse. Panurge recourt vers Pantagruel à secours. Ferjean mit la main à son bragomard fraîchement émoulu, et eut félonnement oxy le marchand, ne fut que le patron de la Noffe et autres passagers supplièrent Pantagruel n'être fait scandale en son vaisseau, dont fut appointé tous leurs différends, et touchèrent les mains ensemble, Panurge et le marchand, et burent, d'autant à l'autre deux haies, en signe de parfaite réconciliation. Vous écoutez Yves Le Pestipon autour du chapitre 5 du quart-livre de Rabelais, lors de son classique au détail enregistré lundi 3 juin 2024 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Donc il y en a un qui dit à l'autre « tiens cocu », l'autre s'énerve un petit peu, il s'apprête à se massacrer, mais c'est pas facile parce qu'avec les épées elles sont rouillées, voilà, c'est pas si facile. Et puis Panurge a vraiment la trouille, donc il va chercher Pantagruel parce que bon, protège-moi un peu de ce Dindonneau. Et puis il s'apprête à se massacrer un petit peu et soudain les copains de Dindonneau disent évitez et tout ça, et on tombe d'accord, et là on boit et on est tous contents. Psychologiquement c'est un peu bizarre, tout va bien, on est très heureux, super, on se retrouve, on est voilà, des Français, on a des choses à se dire, salaud, cocu, on s'apprête à se tuer, et à peine c'est fini, déjà on boit ensemble, on est très contents. Voilà. Donc en un chapitre, bon, la vie entière, on se rencontre, on s'aime, on se déteste, on se bat, on a la trouille, on trouve un terrain d'entente, on boit. Donc ça va vite, voilà, ça va vite. On voit à peu près le film de 3 heures subventionné que le cinéma français pourrait faire là-dessus, ça serait un peu lent, voilà. Et juste après, donc, on tourne la page, évidemment, Panurge, qui est un salopard, qui est un manque de courage et tout ce que l'on veut, bien sûr, et qui est très mécontent d'avoir été traité de cocu, de tête de cocu, va se venger de Dindonneau en massacrant tous les moutons de Dindonneau et en envoyant Dindonneau dans la mer lui-même. Et donc, c'est une action non héroïque, mais c'est rusé. C'est la manière dont Ulysse pénètre dans Troie, véritablement, par la ruse, non pas par la violence. Donc, Panurge est un salaud, mais il a dans le long. Et c'est pas parce que vous allez vous réconcilier autour d'une bonne bouteille avec quelqu'un qui va pas vous tuer tous vos moutons. La page suivante, voilà ce qui arrive. Donc on est dans une sorte d'espace infiniment ouvert, puisqu'on est en pleine mer, il y a 2 bateaux, mais en même temps cet espace infiniment ouvert, c'est un espace presque fermé, c'est une scène de théâtre. Il y a 2 bateaux, et il y a 2 équipes qui sont là, qui quelque part sont toutes les 2 françaises, ils se connaissent, on est très contents, on voit des types de Saintonge, et ils viennent du pays de Lanternois, on va dire quelques mots, qu'on connaît bien, et on sait de quoi il s'agit, et on est très contents de se raconter. Alors, ceci dit, où est-ce qu'on est? Bon, si on était chez Jules Verne, ou même chez Balzac, mais Jules Verne raconte beaucoup de romans de voyage, on aurait des positions géographiques à peu près claires. On nous dirait on est à tant de degrés de latitude nord, de longitude, etc. On vient de dépasser le cap machin, on sait à peu près, on mettrait sur la carte où on est. Là, ici, au 5e jour, Jacques commençant tournoyer le pôle peu à peu,
Donc le tournoi, donc c'est pas très bien. Nous éloignons de l'équinoxial, donc c'est l'équinoxe, l'équateur peut-être, mais on est parti de Thalassa. Thalassa, c'est du côté de Saint-Malo probablement, hein. Et donc on est en train de traverser peut-être la mer du côté de la Bretagne. Une navire marchand de faisant voile à Auch vers nous, c'est-à-dire de bâbord, la jaune, il fait petit tout en de nous. Donc on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est. Et si on veut mettre sur une carte où on est, c'est impossible. Hein, voilà, c'est pas la peine. Les mots qui sont là, équinoxial, 5 jours, etc., ça n'a vraiment pas de sens précis. Si on veut espérer avoir des informations géographiques, historiques, on va dire réalistes, qui nous permettent de reconstituer l'histoire, c'est pas la peine, ça n'a aucune importance. C'est même pas des significations symboliques très profondes qu'on pourrait avoir dans les chevaliers, la table ronde, dans le Graal, etc., où on nous renvoie à des endroits bien particuliers. Là, on est dans une fantaisie. J'ai un ami qui fait une émission de radio qui s'appelle La Petite Boutique Fantasque sur Radio, où c'est un peu n'importe quoi, c'est fantasque en effet. Donc il y a des choses qui se rencontrent comme ça quand on ne sait pas très bien où on est. Soudain de la musique classique, très bien, soudain un rock très bizarre, soudain un type qui parle des Shadows, on ne sait pas pourquoi, ou de la Place Pinel. Et donc c'est une espèce de mélange de trucs et de machins. Alors c'est vraiment une émission renaissance de ce point de vue-là, un peu comme les tableaux de Bosch. On est perdu, on est ailleurs, on ne sait pas très bien. Il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas très bien pourquoi ça vient l'un à côté de l'autre. C'est rigolo, c'est marrant, mais on sent que c'est important. Hein, voilà. Et avec, effectivement, le texte de Rabelais, inutile de se dire, je vais mettre ça sur une carte de géographie objective, un peu comme avec les romans de Jules Verne, où on voit où ça se passe, ou sur une carte de géographie symbolique. Il y a des types qui, avec le quart-livre, ont essayé de trouver qu'ils passaient de signe du zodiaque en signe du zodiaque. Alors, de temps en temps, ça marche, hein, c'est pas mal, voilà, voilà. Et puis, de temps en temps, ça marche pas du tout, alors vraiment pas du tout. Et donc, on n'y arrive pas. Et donc, c'est plutôt juste, on est parti, on est ailleurs, on est n'importe où. Vous savez, la scène se passe en Pologne, c'est-à-dire n'importe où, c'est-à-dire nulle part. C'est le début de Uburois. Hein. Que ce soit n'importe où ou nulle part, ça n'a aucune importance. C'est en Pologne et c'est Uburois. Là, évidemment, ce qui compte, c'est pas tellement où ça se passe, mais on va dire c'est l'espèce de vision anthropologique que va montrer Rabelais. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer ce que font des hommes, ici il s'agit d'hommes, entre eux, quand éventuellement ils se rencontrent dans un territoire qui est complètement ailleurs. Alors, peu importe le détail des raisons, des costumes, des habits, on n'est pas du tout chez Balzac, mais il y a bien effectivement ce premier mot qui apparaît, la joie. La joie. On le sait, on l'a tous éprouvé un jour ou l'autre, on est au fond de la Chine et on rencontre un type de Toulouse, ça alors, on est plutôt content en général. Tandis que quand on le rencontre le même à Toulouse, soit il nous est indifférent, soit il nous casse les pieds. Et donc, la joie ne fut petite tant de nous, comme des marchands, de nous entendre de nouvelles de la marine, d'eux entendre nouvelles de terre ferme. Donc eux, ils viennent de partir, puisqu'ils viennent de partir de terre ferme, de la Touraine, de la Bretagne, etc. Donc il y aura des nouvelles qu'ils pourront apporter, et les autres peuvent apporter des nouvelles de la marine. Donc on a quelque chose à échanger, des nouvelles dans les deux sens, de la mer. Évidemment, c'est intéressant pour ce qui vont partir, dans quel état est la mer, les tempêtes, les pirates, je ne sais trop quoi. Et puis de la terre ferme, bon, quelle est la situation politique, de la royauté, de la monarchie, de la religion, etc. Donc quand des hommes qui se connaissent plus ou moins, même s'ils ne se connaissent pas individuellement, mais qui sont du même langage, des mêmes régions du monde, et qui sont simplement des hommes, se rencontrent, il y a une chose importante, on peut apporter à l'autre des informations qui lui manquent, et lui va nous apporter des informations, et là on est dans une logique enfin, de la diversité, de la complémentarité des hommes, on est presque de gauche, hein, on va dire, hein, quelque chose comme ça. On s'apporte des idées, on les échange, et on améliore l'humanité par un échange comme ça. Tout va très très bien, voilà, tout va très très bien, si l'humanité était comme ça. Nous rallions avec eux, connûmes qu'ils étaient français, entongés, voilà. Devisant et résonnant, donc on devise le léger, la devise, le plaisir, résonnant, c'est aussi parler, échanger, mais c'est aussi travailler un peu les significations. Pantagruel entendit qu'il venait de Lanternois. Alors Lanternois, personne ne sait où c'est. Hein, voilà, personne ne sait où c'est, naturellement. Alors, j'appartiens à une académie que j'ai présidée pendant quelques temps, qui, au XVIIe siècle, enfin, on prétend qu'elle s'appelait l'Académie des lanternistes. Et donc, on raconte un tas d'histoires. Ces types-là, mais on a raconté ces histoires plus tard, se réunissaient avec une lanterne dans la nuit pour s'éclairer. La lanterne, c'est une vieille expression médiévale. Je m'éclaire à ma lanterne, ça me donne de la lumière, mais aussi une lanterne, c'est aussi un idiot, hein, quelque part. Et donc, c'est une expression qui roule sur deux sens. Hein. À la fois, la lanterne est positive et la lanterne est quelque part complètement négative. Hein. Tu lanternes, hein, il en reste quelque chose dans la région française. C'est-à-dire, tu es en retard, tu ne te presses pas, etc. Donc, tu es un peu crétin, tu n'as pas compris comment ça marche, hein, véritablement. Alors, les lanternois, il n'y a pas de pays qui s'appelle le pays de lanternois, et en Saintonge, pas plus qu'ailleurs. Alors, on comprend, les érudits ont un peu cherché, que du côté de la Saintonge, d'où sont partis beaucoup de gens, hein, vers les provinces lointaines. Et quand on va au Canada, on sait qu'on entend le français de Saintonge, qui vient là. Et depuis la Renaissance, hein, beaucoup de gens de cette région partent. Hein, et c'est une région qui, à certains égards, peut être pensée comme
un peu ridicule du point de vue des gens de Touraine, où on parle meilleur français, où on est plus riche, enfin, vous voyez, il a fait tout ça, où sont les rois davantage. La Saintonge, c'est bon, voilà, c'est comme pour nous l'Ariège, on va dire, voilà, c'est une région un peu comme ça. Et donc c'est un peu ridicule. C'est là devient Dindeno. Dindeno, donc c'est dinde, dindon, nigo, etc. Ils sont assez méchants, ces Saintongais, mais ils sont surtout assez bêtes. Et donc ils élèvent des moutons, et ça on continue dans certaines zones calcaires de la Saintonge de faire encore du lait de brebis qui parfois est retraité à Roquefort ou ailleurs. Et donc effectivement c'est une région calcaire avec des moutons, les terrains un peu sèches, enfin tout ce qui est dedans. Et donc il y a une zone qui est là, c'est une zone qui n'a pas une réputation extraordinaire à la Renaissance, mais c'est la zone des lanternes. Alors il y a un autre sens du mot lanterne que voient les érudits et sur lequel joue Rabelais, c'est qu'on appelle lanterne un phare. Alors les phares en général on les voit comme des phares modernes, le phare de Cordouan hier c'est des phares du 19e ou du 20e siècle, et on pense aussi aux phares d'Alexandrie très anciens. Alors à la Renaissance il y a très peu de phares, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns sur la côte de La Rochelle. Alors c'est pas des phares à électricité, il y a une espèce de tours d'endroits où comme les navires arrivent et comme c'est extraordinairement dangereux de rentrer dans la Gironde ou n'importe quoi, et dans le port de La Rochelle, on fait des grands feux. Les types, bon, quand les feux fonctionnent, ils ont une chance de se tirer la vie la nuit. Et donc c'est une des idées, c'est que la Saintonge peut être pensée comme le pays des lanternes, parce que c'est le pays où il y a beaucoup de ports. On voit bien autour de Royan, etc. La Gironde, la Charente, Sainte, enfin, etc. C'est des rivières qu'on remonte, La Rochelle, bien entendu. Tout cela, ce sont des zones où il y a des feux sur le bord de la côte. Si on ne veut pas appeler ça des phares au sens moderne du terme, on fait des grands feux et on évite ainsi de temps en temps de se couler, mais beaucoup de gens sont coulés. Voilà. Et donc, il venait des lanternes, dont un nouvel accroissement d'allégresse, ainsi que toute l'Assemblée, même non nous enquêtant de l'état du pays et mœurs du peuple lanternier. Et alors, avec lanternier, vous avez tout ce jeu. Il y a la lumière et puis lanterne. Ils sont un peu crétins, c'est les deux à la fois. Et il y a un avertissement que sur la fin de juillet. Officiellement, le voyage commence en principe en juin, la signation du chapitre général des lanternes, et que si nous arrivions, comme facile nous était, etc., on aurait occasion de voir cette rencontre des lanternes. Alors, le chapitre général. Le chapitre, donc, c'est un chapitre de religieux, d'accord, qui se réunissent, et on sait que pendant la Renaissance se tiennent une série de conciles très importants, dont le plus célèbre à la fin de la Renaissance s'appelle le Concile de Trente. Donc il y a une série de conciles où les religieux se réunissent ici ou là pour essayer d'établir des accords entre, pour faire simple, les catholiques et les protestants, mais les catholiques entre eux, les différentes nuances de catholiques. Et alors, on se doute que sans doute, ça fait allusion à un concile de 1546, excusez-moi, qui serait donc un des éléments du fameux concile de Trente, c'est-à-dire ce grand concile qui, dans le nord de l'Italie, a reconstitué la catholicité, une doctrine face aux protestants. Alors, c'est un concile très important. Vous savez que les protestants avaient des critiques très fondées sur le clergé. Bon, une part, le clergé était paillard, d'autre part, le clergé était inculte, d'autre part, le clergé vendait des messes à bon prix à tout le monde. Rome était un lieu de fornication et de prévarication. Enfin, tout ça était évidemment exagéré par les protestants, mais il y avait quand même vraiment quelque chose de vrai là-dedans. Et d'autre part, il critiquait fortement les catholiques d'être des partisans des images. Vous savez, si on va dans une église catholique, il y a des tableaux partout, et il y a un risque, quelque part, que soulignaient les protestants, c'est qu'on aime les images plus que ce que ça doit représenter. Que donc, on va trouver que, je ne sais pas, Saint-Sébastien est un très joli garçon avec ses flèches, ça plaît aux dames, et que les jolis tétons de Marie-Madeleine plaisent aux messieurs, et qu'on oublie la sainteté pour regarder la beauté des images des corps. Et donc, le Concile de Trente doit faire deux choses fondamentales. D'une part, réorganiser l'Église et lui redonner une morale interne, et surtout, former les prêtres de manière vraiment très, très importante. Donc, c'est là que vont se constituer les grands collèges de jésuites en particulier, les séminaires, les choses comme ça, va se reformer une doctrine qu'on va enseigner, on va réapprendre aux prêtres massivement à être, disons, un minimum des savants, à savoir de quoi ils parlent, former une élite évidemment de religieux, et d'autre part, on va réaffirmer avec une très grande énergie l'intérêt des images, au nom de la présence réelle dans les images du corps du Christ, et on va faire une débauche, ce sera au bout du compte l'art baroque, mais aussi de la Renaissance, une multiplication d'images, donc on voit très bien en Italie, autour du Vatican et d'ailleurs, pour dire non, les protestants ont tout à fait tort, les images ne nous éloignent pas, parce qu'en fait, la religion chrétienne, c'est une religion de l'incarnation, et donc la présence du corps, de la chair, de la beauté des chairs et de leur laideur, et tout ça, parfois, enfin la beauté de la laideur, est très importante, et le Christ est devenu corps, chair, et c'est pas juste une espèce de concept qui aurait débarqué sur Terre. Et donc, le Concile de Trente, c'est une affaire fondamentale de ces années-là. Vous voyez, là, ça devient
un concile qui serait dans le pays lanternois, plutôt rigolo, voilà, dont on apprend quelques nouvelles et qu'on irait bien voir en faisant la fête en réalité. Donc on est dans l'actualité du temps, mais comme décalé. C'est pratiquement l'inverse de ce que je disais tout à l'heure avec le scooter de François Hollande, qui, on peut peut-être se le dire entre nous, que ce n'est pas d'une importance fondamentale, et que de manière héroïque-comique, je transformais en quelque chose de très important. Ici, le Concile de Trente, c'est une chose vraiment très importante, que de manière burlesque, on ramène à presque rien, en quelque manière. C'est juste une affaire, comme ça, en pays lanternois, et donc, bon, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le voyage qu'on va faire à travers le monde et la question de savoir si Panurge aura une réponse à la question qu'il pose, c'est-à-dire dois-je me marier ou ne dois-je pas me marier. Il nous fut aussi dit que passant le grand royaume de Guébarim, nous serions honorifiquement reçus et traités par le roi Oabé. Alors là, on a l'impression, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que si on est quelque part au large de la Bretagne, de la Saintonge, comme ça, on n'a jamais entendu parler du roi Oabé, ni du royaume qui précède de Guébarim. Alors là, ce sont des mots d'hébreu qui réapparaissent brusquement. Guébarim renvoie au coq, au fort et peut-être aux Gaulois, qui sont forts et Gaulois. Et puis le roi Oabé, Oabé, ça fait un petit peu exotique, on a l'impression que ça vient de la Martinique, de la Réunion et des peuples sauvages de par là-bas, sauvages entre guillemets. Alors, en fait, c'est un mot aussi hébreu qui veut dire quelque chose comme mon ami. Voilà. Et donc, c'est des mots étrangers à la langue française, qui sont hébreux, mais qui ont l'air de venir, je ne sais pas, de la Martinique ou du Mexique ou d'ailleurs, et qu'on ne comprend pas nécessairement. Et qui sont en même temps des mots un peu rigolos. Le roi Oabé, c'est pas mal, voilà, Guébarim et tout. Et donc, on ne sait pas très bien où on est, il y a une autre langue qui est l'hébreu. Alors, le fait que ce soit l'hébreu n'est pas sans intérêt. Parce qu'évidemment, l'hébreu, c'est la langue de la Bible. Pour Rabelais, qui par ailleurs est un clerc, qui connaît un certain nombre de choses en hébreu, c'est très important. C'est aussi la langue de l'ésotérisme, des sorciers, du mystique, de l'étrangeté. C'est la langue de gens un peu douteux, que sont les juifs, que tout le monde aime, n'aime pas vraiment. Enfin, c'est compliqué, voilà le rapport qu'on peut avoir. Donc c'est le secret, c'est tout autre de choses comme ça. Et donc Rabelais était convaincu, comme un certain nombre de gens à l'époque, que probablement le français venait en partie de l'hébreu. C'est-à-dire une langue vraiment fondamentale, la langue vraiment sacrée, plus sacrée encore que le latin et le grec, plus ancienne. Si vous allez vous balader du côté Rennes-les-Bains, vous avez un prêtre qui, à l'époque, était convaincu que le français et toutes les langues venaient de l'anglais. Et il le prouvait. Par exemple, il montrait très bien, très clairement, dans ses œuvres qu'on peut lire, qui s'appelle le Cromlech de Rennes-les-Bains, que les Albères, vous savez, ces montagnes du côté des Pyrénées, ça venait de l'anglais all bears, tous les ours. Et donc, ce genre de démonstration était convaincante. Voilà, c'est un peu pareil avec l'hébreu. Tout ça est un peu douteux. Mais on est dans l'idée que l'hébreu est une langue fondamentale, étrange, quelque peu dangereuse, rapport avec des sorcelleries, des choses un peu bizarres, en même temps divine, les deux à la fois, et en même temps étrange par ses sonorités, le roi Oabé. Et donc là, on se balade dans un territoire où, cependant, on parle français, et on parle français tourangeau, lequel et tous ses sujets parlent langage français tourangeau. Voilà une précision qu'on ne mettrait pas. Pour nous, le langage français, c'est la même chose à Tours, à quelque chose près, à Toulouse ou à Marseille, en dépit des accents. Mais là, le langage français tourangeau, c'est le langage que nous parlons, que je parle en ce moment, c'est-à-dire le langage qui peu à peu est devenu ce qu'un linguiste toulousain appelait le français central normé, c'est-à-dire le français de la Pléiade et de gens comme ça, qui peu à peu, avec quelques transformations, est devenu ce que nous appelons le français. Mais pour Rabelais, c'est une partie du français. À Toulouse, on ne parlait pas ce français-là. À Bordeaux non plus, à Marseille pas davantage, ou à Avignon, ou à Strasbourg, qui d'ailleurs n'était pas dans le royaume de France à ce moment-là. Et donc c'est une précision, donc ils sont très contents. Là, il y a des gens qui ont des noms bizarres, hébreux, avec des airs un peu exotiques, qui parlent en français tourangeau, donc on peut se retrouver, on pourra continuer. Quelle joie! Donc tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Cependant, quand on entend ces nouvelles, Panurge prit débat avec un marchand de Taillebourg, qui est un patelin qui existe en Saintonge, nommé Dindenot. Et donc on voit bien comment Dindenot, entre la dinde, le daim, le no, etc., il a l'air un peu idiot. L'occasion du débat fut-elle, la voici, ce Dindenot, voyant Panurge sans braguette, avec ses lunettes attachées au bonnet. Alors, Panurge a évidemment une braguette. Alors, au XVIe siècle, vous savez qu'on a une braguette, pas comme moi, c'est une espèce de gros machin, là, très très gros, qu'on voit très bien dans les tableaux, qui est censé protéger plus ou moins le sexe des messieurs, en même temps de montrer qu'ils sont équipés, voilà, bien équipés. Donc, plus on a une grosse braguette, mieux ça va. Et donc, Panurge a évidemment le matériel qu'il faut, pour le montrer vraiment.
Et par ailleurs, il a des lunettes, qui sont un instrument relativement moderne, et qu'il accroche comme il peut. Alors il est toujours avec ses lunettes et sa braguette, son énorme braguette et ses lunettes, et c'est une blague, il entend bien grâce à ses lunettes. Voilà, ce qui, bon, c'est pas mon cas, enfin voilà, bon, c'est l'espèce de blague, donc par des systèmes très complexes et très sophistiqués, voilà, et shadowkiens si on veut, il entend bien grâce à ses lunettes, et il transporte son machin de tous les côtés. Donc il a son sexe en avant, les lunettes attachées au bonnet, dit de lui à ses compagnons, voyez là une belle médaille de cocu. Voilà. Alors, rien n'est pire, évidemment, pour Panurge, qui s'inquiète de cette question du mariage, que d'avoir une médaille de cocu. Alors, vous savez, c'est un des grands thèmes de la littérature jusqu'à aujourd'hui. Cocuage est un bien, cocuage est un mal. On débat de ça sans arrêt, de tous les côtés. Voilà, ça continuera longtemps. Est-ce que c'est très avantageux d'être cocu? Oui, bien sûr, parce que si votre femme vous trompe, elle aura des amendes, de l'argent, etc. Elle sera extrêmement aimable avec vous. C'est pareil pour le mari, d'ailleurs, dans l'autre sens. Et c'est aussi un mal, évidemment, parce que c'est un peu embêtant. Enfin, on risque d'attraper, je sais pas, le sida, des choses comme ça, voilà. Et elle risque de se ruiner avec ses amants. Oui, quand même, ça a beaucoup d'avantages parce que ces amants, si elle est de bonne qualité et si elle est jolie, ces amants seront de bonne qualité aussi. Et donc, on aura des relations grâce à ces amants. Ils seront très gentils avec elle, etc. Enfin, ceci, voilà. Et donc, c'est un bien, mais c'est un mal parce que bon, c'est sans fin. Et donc, effectivement, les comédies de Molière, au fond, les pièces de Racine et bien d'autres, traitent de cette question, soit de manière dramatique, soit de manière, au contraire, très drôle. Et donc, une médaille de cocu, donc c'est une gueule de cocu. Il a une tête de cocu, il est comme ça, voilà. Panurge à cause de ses lunettes. Et oui, parce qu'il a des lunettes qui lui permettent d'entendre. Ouiller des oreilles beaucoup plus claires que de coutume. Là, on est convaincu. Enfin bon, voilà. Si vous faites une expérience, vous prenez vos oreilles, les lunettes, enfin vous entendez beaucoup mieux, c'est évident. Donc, rigolade, grosse blague, enfin nul, hein, voilà. Donc, en temps de ce propos, demandant au marchand comment diable serais-je cocu, qui ne suis encore marié, comme tu es, selon que juger je peux à ta trogne malgracieuse. Et donc, évidemment, quand on est marié, on a une trogne malgracieuse, parce que bon, voilà, c'est pareil pour les femmes, pour les maris, hein, c'est la même chose. Bon. Qui trouve un bon mari dans les romans de Rabelais, il n'y en a pas. Qui trouve une bonne femme, il n'y en a pas. Bon, voilà. Et donc, puisque tu as une sale trogne, c'est donc que tu es marié. Mais moi, je ne suis pas. Moi, je suis justement en voyage jusqu'au bout du monde pour savoir si je dois me marier. Donc, je ne peux pas être cocu puisque je ne suis pas marié. Hein, voilà. Et donc, il y a un truc qui ne m'arrive pas, c'est que je ne suis pas cocu. Mais justement, la grande question que je me pose, c'est serais-je cocu? Est-ce que ça sera un bien d'être cocu? Puisqu'il n'y a pas de problème, Panurge, ils sont tous d'accord. Si tu te maries, tu seras cocu. Mais est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? C'est ça la question. Voilà. Oui, vraiment, répondit le marchand. Je le suis marié. Et ne voudrait ne l'être pour toutes les lunettes d'Europe. Ah, évidemment, il ne voudrait pas être cocu, bien sûr, non pour toutes les bésiques d'Afrique. Car j'ai une des plus belles, plus avenantes, plus honnêtes, plus prudes femmes en mariage, qui soit dans tout le pays de Saint-Onge. Alors, évidemment, là, c'est plutôt rigolo, parce qu'une très belle et très honnête, etc., femme dans le pays de Saint-Onge, on a déjà un doute. Et alors, il lui rapporte un cadeau. Il lui rapporte un cadeau, et c'est un très beau cadeau. Et en déplaise aux autres, je lui porte de mon voyage une belle et une poussée longue branche de corail rouge. Alors, le corail rouge, ça vient de loin. Hein. On ne le trouve pas sur la côte bretonne ou en Saintonge et autres. Donc, c'est beau, c'est rare. Ça vient peut-être de mer rouge, d'ailleurs, de mer chaude. Et alors, le corail rouge, depuis bien longtemps, c'est un aphrodisiaque puissant. Voilà. Et en plus, quand c'est une branche de corail rouge, ça ressemble à un phallus, bon, plus ou moins dressé. Et surtout s'il est long. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Donc, il lui ramène un truc, bon, qui est une sorte de sextoy, hein, si on peut dire, voilà, qui vient de loin. Et donc, c'est d'un goût absolument affreux. C'est terrible. Et il le ramène pour les étrennes. Voilà. Et qu'en as-tu à faire? De quoi te mêles-tu? Qui es-tu? Dont es-tu, ô lunetille enquêtrice? Réponds si tu es de Dieu. Donc on va le traiter de tout, l'antéchrist, un peu plus loin il va y avoir Mahomet. Si tu es de Dieu, et il devrait répondre, puisque c'est pas un diable à ce moment-là. Et toi, qu'est-ce que tu as à faire de mes affaires de mariage? Puisque moi, j'ai vraiment une très très belle femme, et elle est tellement belle que je lui ramène un morceau de corail. Hein, c'est-à-dire un truc qui, est obscène. Je te demande, dit Panurge, si par consentement et convenance de tous les éléments, j'avais Sassac, baiser, Vésine, massé, tatambelle. Alors là, il y a le tout dedans, il y a le tout. Et d'ailleurs, hier, enfin avant-hier, j'étais à Château-Thierry, on avait un concert de musique ancienne, et on nous montrait une vésine. Et alors, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors, une vésine, c'est une sorte de cornemuse. La vésine, c'est une vessie de porc. On souffle dedans, ça fait du bruit, hein, voilà. Et donc, ça se gonfle, ça se dégonfle, c'est un peu obscène aussi, voilà. Il y a un tas de mots dedans, et les érudits, dont moi ou pas d'ailleurs, n'arrêtent pas de trouver des mots. Si je l'avais massé à la fin, massé, on voit très bien, masser une forme, voilà, etc. Sassac, baiser, zézine, etc. Enfin, vous savez, c'est un peu de la brissotisation. Brissot était un chef de gare qui fabriquait des mots comme ça ou qui les décomposait au 19e siècle. Et donc là, c'était une espèce de nom collé, de tas de choses et de machins. Et par quelques mots qu'on les prenne, c'est rigolo, obscène, bizarre. Mais au fond, on n'y comprend pas grand-chose, à part qu'on a tout compris. Bon, voilà. Et donc, si les dames se font Sassac, baiser, vésine, massé, on comprend ce qui s'est passé. Hein, voilà. C'est à peu près comme ça. Quand j'étais à l'école normale, il y avait des copains
copain qui, chaque fois qu'il y avait des jolies filles, criait Asba, Asba, Asba. Et puis il y a un mot qui était Asbaté, Asbatteur, et il disait, bon, elles ne comprennent pas, mais elles comprennent très bien de quoi on parle. Ça voulait dire, elles sont très jolies, et puis on veut les Asbatés, les Asbattrices, etc. Enfin voilà, tout le monde a compris. T'as tant belle, tant advenante, tant honnête, ironie, bien sûr, c'est-à-dire pris à l'envers, de mode que le roi de Dieu des jardins, Priapus. Alors, Priapus, dans les jardins romains, il y a un peu partout, c'est donc des phallus dressés en pierre, de taille respectable, qui sont des objets de fécondité. L'autre jour, il y avait une longue émission à France Culture entre des gens qui se demandaient si les phallus étaient vraiment plutôt des objets sexuels ou des objets de fécondité pour les jardins, puisque tout le monde en avait. Enfin, voilà, quand on avait son jardin potager, vous voyez, mes parents qui ont un petit jardin très joli dans le quartier de la Gincase, ils auraient un priable devant, voilà, ça ne les gênerait pas du tout. À Pompéi, tout le monde avait son priable, les femmes se baladent avec leur petit priable un peu partout. Quand on va du côté de Rieux-Minervois, dans les vignes, il y a un paysan qui a trouvé il y a quelques années un petit phallus à nord, tout petit, que quelqu'un devait porter, on l'a mis dans sa tombe, ça ne dérange personne. Voilà. C'est un signe de fécondité. Mais c'est très beau, c'est très, très bien. Et il y a des phallus les uns les autres. Et donc, évidemment, Rabelais, c'est tout ça. Donc, c'est à la fois un objet de fécondité, mais c'est aussi un objet, évidemment, quelque peu obscène. Les points de l'obscénité n'étaient pas les mêmes à Rome que chez nous ou qu'à la Renaissance. Et donc, le roi de Dieu des jardins, donc il est roi, bien entendu, on comprend à peu près pourquoi, c'est celui du jardin Priapus, lequel ici habite en liberté. Alors, c'est scandaleux parce que vous avez un jeu de mots affreux sur habite, bien sûr. Le sens était le même à l'époque. Et donc, Priap a une bite en liberté, puisque donc il n'a pas de braguette. Voilà, de temps en temps, voilà, ça arrive. Subjection forcluse, c'est-à-dire effectivement enlevée, de braguettes attachées. Vous avez le théâtre en liberté de Victor Hugo, là c'est le bitos en liberté. Voilà, donc ça va très bien. Fut encore demeuré. Alors là, je ne vais pas faire des dessins au tableau. Voilà, donc le Priapus est rentré dans la dame. En tel désastre, donc il n'y a pas d'astre, il n'y a pas de lumière, et donc on ne sait plus très bien où on en est, bien sûr, c'est le désastre, que jamais n'en sortirait, oui, éternellement, il resterait, bon voilà, sinon que tu le tirasses avec les dents. Que ferais-tu? Et donc, il faudrait donc que toi, d'un de nous, tu tires le machin qui est là, c'est pas du corail, etc. Voilà. Bon, la scène, est scandaleuse, c'est honteux, j'ai honte de faire des textes pareils. Voilà. Le laisserais-lui la sempiternellement, ou bien le tirerais-lui à belles dents, répond au bélignier de Mahomet, puisque tu es de tous les diables. Alors le bélignier, donc ça joue sur le fait qu'il est un idiot, bien sûr, mais le fait que c'est une sorte de bélier, véritablement. De Mahomet, c'est l'islamophobie, comme on dit aujourd'hui, basique chez les gens de la Renaissance, bien entendu. Bon, ils avaient bonne raison pour ça, puisqu'à l'époque, il y avait des ennemis partout. Il y avait évidemment Charles Quint qui était le plus dangereux. Voilà. L'histoire des moutons de Dindonneau, c'est évidemment une allusion très profonde à Charles Quint, parce que Charles Quint avait les armoiries comment ça s'appelle, de la Toison d'Or, c'est ça. Et François Ier n'avait pas réussi à avoir le même truc. Et donc, Charles Quint était évidemment un très méchant personnage. Et donc, dans l'histoire Dindonneau, c'est François Ier qui se venge de Charles Quint en balançant tous ses moutons à la mer. Il y a un grand ennemi qui est Charles Quint, qui entoure la France. Et puis, un autre ennemi, évidemment, c'est les musulmans, qui sont très méchants. Effectivement, il y a une grosse erreur dans l'histoire mondiale de la France quand on explique que Louis XIV essaie de coloniser l'Algérie. En fait, il se défend tout simplement contre des gens qui prennent des gens en otage, attaquent la Côte d'Azur, etc., etc. Donc, on est dans un monde très différent. On n'est pas du tout dans un monde où, on va dire, les puissances coloniales dominent la Méditerranée. C'est plutôt l'inverse, c'est l'Empire ottoman qui domine, etc. Donc on est dans un monde qui est très très différent. Évidemment, il faut expliquer ça quand on est avec des élèves. On n'est pas du tout dans la même chose qu'aujourd'hui, les mêmes paysages et autres. Et donc, évidemment, bélignier de Mahomet, c'est pas du tout très gentil, puisque tu es de tous les diables. Et donc Mahomet, c'est le diable, et les diables, c'est Mahomet. Il n'y a pas de doute pour Rabelais et pour ses lecteurs. Je te donnerai, répondit le marchand, un coup d'épée sur cette oreille lunetière, et te tuerai comme un bélier. Et donc voilà le bélier qu'on sacrifie. Et donc on est passé de la paix, de l'amour, de la joie, à la violence. Alors on est vraiment dans les questions qui sont traitées dans des livres contemporains, par exemple sur la violence et le sacrifice. Comment se fait-il qu'une société, que quelques hommes extrêmement rapidement puissent passer de la paix à la violence? C'est très, très étrange, on le voit dans les réunions de famille, on le voit dans les disputes amoureuses, on le voit dans les sociétés. C'est une société qui paraît relativement calme, je ne sais pas, la Syrie par exemple était une société relativement calme, dans laquelle les gens pouvaient voyager en paix relative, voilà. Et soudain, tout le monde s'entretue, on n'y comprend absolument plus rien, et peut-être que ça va s'arrêter à un moment ou un autre, enfin voilà, on ne sait pas très bien. Et donc, ces bascules, etc., de l'un à l'autre, sont des choses qui sont extrêmement étranges, frappantes, et qui traversent toute l'histoire humaine. Depuis toujours, le sacrifice est un des moyens parfois pour évacuer la violence. On en tue un, ou on en tue 10, ou n'importe. On trouve des solutions, voilà, et soudain, clac, quelque chose bascule ailleurs, sans qu'on puisse nécessairement donner des raisons relativement objectives. Soudain, ça bascule vers autre chose. Et là, effectivement, on était dans la joie, ils avaient des choses à échanger, ils parlent la même langue, ils sont pas très loin de chez eux, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent. Bon, tout va bien, et soudain, à cause d'un petit élément
le fait qu'un imbécile traite l'autre d'un cocu, on est en train de passer aux armes, à la guerre, etc. Et ça va se généraliser parce que tout le monde va se battre. Je te donnerai, répondit le marchand, et te tuerai d'un coup de bélier. Ce disant, dégainer son épée. Et donc, c'est l'arme du moment, c'est l'arme relativement des pauvres dans ce cas-là, puisqu'ils n'ont pas les arquebuses, hein, voilà, ce sont juste des éleveurs de moutons. Mais elle tenait au fourreau. Comme vous savez que sur mer, tout harnois facilement change rouille à cause de l'humidité excessive et nitreuse. Et donc, boum! Alors qu'on s'apprête à avoir une scène héroïque avec Perceval le Gallois, ou je sais pas, ou Rahan, ou Rambo, enfin, un truc qui sera beau, quoi, vraiment Conan le barbare, voilà. L'épée est rouillée. Alors là, c'est comique, quoi. Il y a de la nitre, Donc, ils n'arrivent même pas à faire fonctionner leurs épées. Ils sont nuls, quoi. Voilà, ils sont vraiment nuls. Mais quand même, ça fait peur. Parce qu'un type qui essaie de sortir une épée épanure, c'est totalement nul, trouillard. Enfin, c'est vraiment n'importe qui. Enfin, voilà, il n'a aucun courage, hein, ce type-là. Voilà. Et quand on n'a aucun courage, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à Pantagruel à secours. On demande à Pantagruel, le roi, de venir m'aider, de me protéger. Et Pantagruel est prêt à agir, bien entendu. Et aussi, il y en a un qui s'apprête à agir, c'est Frère Jean des Entomeurs, qui est le moine, qui effectivement élève sa vigne, etc., qui est un moine qui est paillard, bien entendu, et qui est un salopard aussi, c'est-à-dire il est prêt à tricher de toutes les manières, il n'a pas du tout envie de se battre à armes égales. Et donc, Frère Jean mit la main à son braguemar. Donc, alors, le braguemar, c'est l'épée, mais c'est aussi le sexe, enfin, oui, enfin c'est tout ça. Enfin, il est bien équipé, hein. Il a à la fois des armes et puis tout ce qu'il faut, voilà, et la braguette, avec tout ce qu'il faut, voilà, fraîchement émolu, et eut fait l'odement Oxy le marchand. Donc, il aurait tué par derrière. Ce qui n'est pas très héroïque, c'est vraiment immoral. Alors évidemment, on est à la Renaissance. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'effectivement, les religieux, bon, voilà, ça continue au XVIe siècle. Le cardinal Doré est un parfait cardinal. Bon, il a évidemment plein de maîtresses, mais surtout de temps en temps, il sort son épée. Vous savez, il a essayé d'écraser entre deux portes le duc de la Rochefoucauld. Bon, ils étaient assez violents, hein, voilà, bon, c'est comme ça. Le livre est dédié au cardinal de Châtillon, qui était un guerrier essentiellement. Alors, il était catholique. Quelques ans plus tard, il devient protestant, parce que bon, c'est plus intéressant. Enfin, voilà, non, on n'est pas du tout dans notre temps. Hein, voilà. Les religieux peuvent être des saints, hein, parfait, mais ils montent volontiers à cheval et ils font la guerre. Hein. Et donc, c'est pas très étonnant que Frère Jean des Entomeurs, bon, voilà, il a des choses à faire, enfin, ils se battent, voilà. Ne fut que le patron de la Nof et autres passagers supplièrent Pantagruel d'être fait scandale dans son vaisseau. Alors, un scandale, donc, c'est ce qui vient de tout déranger, tout casser. Et donc, le commerçant en chef, le patron de la Nof, des types qui viennent de Saint-Onge, lui, il n'a pas envie qu'on casse tout. Voilà, parce qu'il a des intérêts. Et il y a des passagers qui veulent la paix. Oui, c'est bien, l'humanité veut aussi la paix. Donc, la paix va revenir par supplication du peuple, on va dire, et en même temps du chef, les uns et les autres. Et donc la paix est possible. Et on le sait de temps en temps, effectivement, alors que tout le monde est en guerre, c'est la fin de la guerre. Ça s'arrête, et on se dit, mais pourquoi on était en guerre avec les Allemands? Qu'est-ce qu'on leur avait fait? Qu'est-ce qu'ils nous avaient fait pour qu'on se massacre pendant 4 ans, comme ça? Ils ont l'air un peu, bon, c'est les Allemands, quoi. Ils sont un peu gros, ils boivent de la bière, etc. Mais c'est pas des barbares, enfin voilà. Et nous, les Français, on est peut-être un peu gaulois et tout ça, mais bon, enfin bon, voilà, bon, on n'en veut pas aux Allemands, et les Allemands, pourquoi on s'est massacré pendant, voilà. Et brusquement, on se regarde, on se dit, mais les types avec leur Volkswagen, leur Mercedes, etc., la plage, enfin, ils ont l'air un peu, c'est les Allemands, quoi. Bon, voilà. Ils sont sympathiques, en gros, quoi, voilà. Et on s'est massacré pendant 4 ans. Pourquoi? On n'a pas du tout envie. Enfin, moi, j'aurais pas du tout envie de massacrer les Allemands. Enfin, ni vous, je pense. Enfin, en général, les Allemands n'ont manifestement pas tellement envie de massacrer les Français, mais quand même, pendant quelques années, oui, on s'est massacré, voilà. Bon, alors, on comprend pas pourquoi on s'est massacré, pourquoi on a arrêté de se massacrer, parce que c'était pas mal de se massacrer. Enfin, j'étais à Château-Thierry il y a 3-4 jours. On s'est tué partout. Voilà, il y a des cimetières militaires français, allemands de tous les côtés. Le château du Moyen-Âge est bombardé. Il y a encore les traces des combats sur les murs, enfin, les fissures, etc. Enfin, voilà. Et puis, c'était bien, quoi. Voilà, ils se battaient bien. Et puis, soudain, c'est arrêté. Et puis quelques années plus tard, on ne comprend même pas pourquoi on s'est battu. Alors c'est de ça dont parle le texte de Rabelais. Vous voyez, on n'est pas dans le réalisme habituel, mais dans quelque chose qu'on connaît très bien. Il y a des gens qui sont prêts à s'en tuer, et soudain, il y a le roi et puis le peuple qui dit non, non, non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, en ce moment-là, on picole. Donc fut appointé tous les différents et touchèrent les mains ensemble. Voilà un geste rituel, on touche les mains, voilà. C'est très bien de toucher les mains. Et le marchand, et burent d'autant l'un l'autre de haie en signe de parfaite réconciliation. Et donc, d'un seul coup, grâce à l'action du peuple et du roi, grâce à un geste, on se touche les mains, et grâce au fait qu'on boit ensemble, on fait une action commune, c'est fini, on est en parfaite réconciliation. Et donc, on revient, on va dire, à la case départ. On est passé de la joie à la violence, à l'extrême violence potentielle qui se peut s'éclencher,
Et miraculeusement, ça arrête, on revient au point de départ, et c'est parfaite réconciliation. Ça ne va pas durer, il y a un chapitre qui suit, et de nouveau, ça va être affreux, bien sûr. Mais voilà, et donc on a quelque chose qui est totalement irréaliste. Si on se dit où est-on, qui sont ces personnages, et qui est profondément réaliste, si on se dit le monde fonctionne plus ou moins comme ça. Voilà, donc on n'y comprend à la fois rien comme dans le monde, et pourtant ça aide à comprendre quelque part le monde. Voilà, alors on va arrêter à peu près là-dessus. Il doit être, oui, à peu près le temps de se dire qu'on va arrêter. Pour les classiques de détail, c'est le dernier de cette année, puisque au mois de juillet et d'août, en général, on est plutôt avec les Allemands en train de boire de la bière sur la plage, ou des choses comme ça. Voilà, il y a des choses à faire. Voilà, la paix dans le monde passe par la bière. On recommencera les classiques de détail au mois de septembre. Voilà, il y en aura d'autres. Et puis, je vous conseille beaucoup de regarder cela. Et dans la galerie qui est à côté, Fred 2, ça vaut vraiment le déplacement et le temps de s'arrêter un moment. C'était Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, lundi 3 juin 2024, à l'occasion d'un classique au détail consacré au quart-livre de Rabelais et plus particulièrement au chapitre 5, réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.